Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook. Allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Bonjour, bienvenue sur spécial du podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'entraîneur de lutte, moi-même TJ Holiday. Hello, sayonara. Hello. Hey, c'est québécois, hein? C'est la semaine québécoise, on va parler en français. Si l'été sayonara, tu garderas ça pour une autre journée. Là. Hey. Le Québec est tolérant, ok? Selon pareil. Oui, mais c'est pas grave. C'est la semaine québécoise, TJ. Fait qu'on parle juste de lutte québécoise cette semaine. Évidemment, on a des invités. Puis aussi, on va parler de ce qui s'est passé dans l'actualité aux États-Unis, mais avec nos Québécois, parce qu'il s'est passé des choses. Fait qu'on est chanceux. Ils ont fait ça juste pour nous autres. Oh, c'est tout prévu, le booking. C'est tout nous autres qui organisaient ça. Hein? Oh, comme d'habitude. Fait qu'aujourd'hui, c'est un À travers la table spécial podcast, plus que d'autres choses, comme dans les dernières semaines. On a eu pas mal d'invités. On a eu Lo Farrell la semaine passée. On a un gros invité aussi samedi prochain qu'on va vous dire à la fin du podcast, ceux qui n'ont pas vu sur les réseaux sociaux. Puis, t'es prête, TJ? Oui, ben oui, je suis tout en prête, moi. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit un gros invité aujourd'hui. Hey, oui. Arrête de niaiser. Hein? On reçoit une autre légende de la lutte québécoise, une famille qui vient d'une famille très légendaire du Québec. Et j'ai nommé Carl Leduc. Bonsoir pour tous ceux qui me connaissent puis ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Carl Excel Leduc, la grandeur qui fait mal, le terroriste de la lutte. Et je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs entre deux chaises et souhaitons une heure fabuleuse avec tout le monde présent qui va être sur l'écoute. Wow, yes. Hein? Yes, sir. Ben, tu sais, j'avais pas besoin d'une présentation. Il est capable de le faire tout seul, je le savais. Fait que... On a bien vu ça. Ouais. Ça va bien, Carl? Oui. Ouais, yes, sir. Bienvenue sur le podcast En deux chaises de métal, évidemment. Ben, merci beaucoup pour la deuxième occasion. Puis j'apprécie beaucoup. Oui. Puis, tu sais, on parle de lutte québécoise comme on a dit en intro. Puis, évidemment, à moins que vous vivez en dessous d'une roche, vous savez très bien l'histoire que la famille Leduc au Québec représente pour la lutte. Grande famille de lutte au Québec. Puis j'ai envie de te demander en entrée de jeu, Carl, peux-tu me parler un peu de l'histoire de la famille Leduc, comment ça a commencé, puis parce qu'il y a une grosse histoire là, dans votre famille au niveau lutte professionnelle. Ben, vite, ça semble, parce que je l'ai rencontré peut-être plusieurs fois, mais on va essayer de la condenser puis de la rapper. Parfait. Il y a toujours des nouveaux auditeurs qui sont toujours à l'écoute ou qu'il y a des nouveaux auditeurs qui s'adhèrent à la lutte. Fait qu'on va commencer. Comment ça a commencé la famille Leduc? C'est mon père, qui lui, c'est un enfant de 13 enfants de la Gaspésie. Il venait de Mont-Louis de la Gaspésie, puis à l'âge de 10 ans, il est devenu orphelin, puis il déménageait à Montréal. Il était adopté par une famille qui s'appelle les frères Miron. Puis de là, tout jeune, il a été fasciné par le monde de la lutte. Puis déjà, à cet âge-là, il montait des galas dans la cour et il chargeait une scène pour venir le voir performer derrière où qu'il habitait. De là, il a grandi. Il est allé faire ses académies. Comment ça s'appelle? Le Loisir des Baptistes, Saint-Jean-Baptiste. Puis tous ces endroits-là, à ces places-là. Après, il est allé au Mexique, c'est patrié, il est allé au Mexique parce qu'il était une petite stature, puis pour être dans ce temps-là, à cette époque-là, en Amérique du Nord, il fallait être une certaine grandeur et le tout. Fait que là, mon père est allé faire
Il est allé poursuivre, puis il est allé apprendre, puis perfectionner au Mexique. De là, il ne s'appelait pas encore Paul Leduc, il n'avait pas encore comment je pourrais dire, la gimmick du bûcheron. Il faisait le rôle d'un Romain, puis il rentrait avec un Saint-Bernard au ring. Fait que là, on parle des années 60, là, je dirais. Là. Okay. Fait que je ne sais pas si ce serait. On ferait peut-être faire des recherches. On pourrait peut-être demander à nos historiens de la lutte au Québec savoir si c'était la première lutteur qui a effectivement rentré au ring avec accompagné par un chien jusqu'à l'arène de lutte. Fait que lui, c'est le gimmick de Romain. Il s'appelait El Mimo. El Mimo, puis El Mimo, le L c'est pour le E, mais le Mimo, c'est son nom de famille, parce que le vrai nom de mon père, là, ce n'est plus un secret. Pour certains, c'est là encore, mais pour d'autres, c'est Léodard Mimo. Fait que c'est un Mimo, mais à l'époque, il trouvait que ça ne sonnait pas assez international. Fait que j'imagine qu'à l'époque, on pouvait changer pour à peine quelques dollars ton nom d'artiste à ton véritable nom, qui en devient ton véritable nom. Fait que, exemple, moi, mon père a changé son nom en 71 pour le Duc. Alors, moi, je suis né sur le nom de le Duc. Fait que je sais pas si tous mes papiers, c'est le Duc et non Mimo. Fait que mon baptistère, c'est le Duc, mais mon père, c'est aussi aujourd'hui, c'est rendu le Duc. Tous ses papiers, assurance sociale, tout, là, c'est sous le nom de le Duc. Alors, c'est ça. Fait que de là, il a voulu venir en Amérique du Nord, j'imagine. Puis, c'est ça. Puis, il était petit. Fait que l'Expo 77, il a rencontré Joe le Duc. Joe le Duc, à l'époque, c'était pas un lutteur. C'était un policier de la Sûreté du Québec. Ceinture, je pense que c'était une ceinture noire en judo. Puis de là, mon père, ils ont discuté. Mon père l'a convaincu à venir dans la lutte. Il a lâché la police pour devenir lutteur professionnel. Puis il y a eu des légendes qui disent qu'ils ont appris Joe le Duc sur le toit d'un hôtel à comment apprendre à lutter quelques heures avant son premier combat à vie, là, qui était au Nouveau-Brunswick. Puis c'est ça, ce que je disais, c'est que dans le temps, des fois, on prenait des gros bodyguards, ceux qui avaient des gros statuts, c'était impressionnant. Fait que pour la lutte professionnelle, c'était peu importe s'il y avait du talent, il était gros. Fait qu'on va le traîner sur le tas, là. Mais la fameuse gimmick des bûcherons, peux-tu m'en parler un peu de ça? Parce que ça, c'est une gimmick qui a été populaire là, au Québec. Comme mon père, il voulait avoir. Lui, il était plus petit, fait que c'est probablement un personnage, un coéquipier, puis il était plus grand, il l'a convaincu. Puis mon père, il a la légende Paul Bryan, c'est un bûcheron. Puis il est parti de la légende Paul Bryan, puis il s'est construit un personnage qui vient de Godbout. Fait que c'est des bûcherons de Godbout. Puis jusqu'à ce jour, il y a des fois que je rencontre des gens, puis ils m'ont dit « je connais ton père, j'ai bûché dans le bois avec lui à Godbout. » Mais mon père n'a jamais fait de camp bûcheron, il n'a jamais bûché un arbre de sa vie, là. Moi, j'embarque aussi, puis je dis « man, c'est vraiment, je veux pas défaire le mythe, là. Le mythe, de la personne que lui, toute sa vie, il a cru, puis là, après, il va penser que je pense que c'est un crétin ou un imbécile, mais bref, on est là pour vendre du rêve, hein, on vend du rêve, on vend des... on vend les émotions. Mais le bon vieux kayfabe, moi, je m'ennuie de ça. Là, le kayfabe. Mais c'est sûr, mais avec les réseaux sociaux, hein, c'est comme autre temps, autre mœurs. Hein. Il y a 70 ans, là, c'est facile aujourd'hui de faire croire, à mon époque, à moi, le Père Noël. Là, on pouvait y croire jusqu'à l'âge de 8-9 ans, pratiquement. Aujourd'hui, impossible. Pratiquement à l'âge de 4 ans, ils savent de où viennent les cadeaux puis de où que ça vient. Exemple. Un jeune aujourd'hui va apprendre la sexualité plus tôt que moi, je l'ai appris à mon époque. Moi, le mot sida puis capote, je l'ai entendu ça pour la première fois en secondaire 2. À 14 ans. À 14 ans. Moi, je viens d'une autre époque. Hein, j'ai 47 ans, en fait. Je ne sais pas quoi dire mon âge, j'ai 47 ans. Alors, à cette époque-là, c'est 14 ans, c'était le mot capote sida, pas avant ça.
Fait que, tu sais, c'est autre temps, autre mœurs, ça évolue puis tout. Puis j'imagine aujourd'hui, pour pouvoir garder le monde actif et présent autour de la lutte, je crois qu'on n'a pas eu le choix d'ouvrir les portes puis d'inclure les amateurs, puis de leur faire puis de parler aussi comment ça se passe. L'arrière-scène, puis avec les gossips, puis les rumeurs, puis les shoots. Puis regarde, un qui a brisé le kayfabe, puis qui en vit aujourd'hui très bien, puis qui a critiqué, puis il critique encore dans son podcast, mais il fait exprès, c'est un provocateur, c'est Jim Cornette. L'excellent Jim Cornette. Ben oui, quand on y pense, tu sais, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, rappelez-vous, ces propos, là, c'est pour susciter des réactions, des débats, auxquels que lui, il se fait prendre des extraits par d'autres podcasts, auxquels que lui, ça génère des écoutes. Hein, ça va par l'écoute aujourd'hui. Là. C'est le nerf de la guerre. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout ça passe par les réseaux sociaux, veut pas. Tout est accessible. Regardez, vous êtes chez vous, moi je suis chez nous, puis on fait une entrevue. Exact. Puis même moi, avec la pandémie, on sort de la pandémie, puis j'ai décidé de trouver un emploi à télétravail. Fait que là, je suis en télétravail, puis j'adore ça. C'est une nouvelle formule, c'est une transition pour moi. Puis je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait auparavant. Peut-être parce que j'avais peur que je n'étais pas aussi à l'aise avec la technologie. Mais là, depuis la pandémie, je me suis comme pas eu le choix de m'y adapter puis m'y mettre. Puis là, on dit à cette heure, c'est comme non, mais n'importe quoi, si je peux le faire de chez nous, à cette heure, on le fait de chez nous. Avant que TJ ait avec sa question par rapport à ta carrière, les premiers souvenirs que tu as de voir ton père lutter, c'est quoi? Moi, malheureusement, j'en ai pas eu parce que mon père il a arrêté à ma naissance parce qu'il ne voulait pas élever il voulait pas élever ses enfants dans une valise, qu'il a toujours dit. Puis à une certaine époque, la lutte, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. C'était pas oui, il y a certains lutteurs qui gagnaient bien sa vie, mais tu pouvais pas. Pour certains, c'était pas comme faire un autre emploi ou quoi de même, mais à cette époque-là aussi, à un certain point, mon père a eu l'opportunité d'avoir rentré dans la famille québécoise. Fait que il y avait un ami, son meilleur chum, mais son meilleur ami, on peut dire chummy, là. Son meilleur chummy, c'était André Toto Gingras, ça a été une légende chez Québécois, qui était vice-président du Journal de Montréal et ainsi de suite. C'est des amis très, très proches. C'est auquel que je l'appelle mon oncle par respect, que c'est lui qui a fait rentrer mon père dans la branche. Puis mon père, il a commencé à travailler dans la photo avec Toto Gingras. Quand il est sorti de la lutte, ça s'appelait Edco Photo. C'est des laboratoires, tu as sous Boulevard Lapierre à la salle qui fait du développement de photos. Puis de là, il est devenu photographe professionnel. Il a été photographe pour les expos, pour les Alouettes. Puis c'est ça, là. Puis après, il était dans la direction, puis il a monté les échelons dans Québécois, puis il est devenu retraité directeur général pour Québécois. Dans la distribution. Ouais. Je ne savais même pas la photo. C'était intéressant. C'est comme moi aussi je fais de la photo, fait que c'est cool de savoir que. Ouais, mon père, il adore ça. Il faisait toutes nos photos d'école à l'époque. C'était tout le temps le parent bénévole qui offrait de faire nos photos de hockey, puis il montait les pamphlets, puis tout, puis l'éclairage, la distance, comment se placer, là, tu sais, c'était un maniaque. Puis on avait même, je me souviens, j'étais jeune, il y avait un laboratoire en noir et blanc dans une des chambres à la maison. Puis j'aimais ça, on rentrait dans la chambre noire, là, l'odeur du film. Là. Trempé dans les bassins puis tout, là, c'est autre époque. Aujourd'hui, tout est digital, j'imagine. Ouais. Sinon, toi, Carl, évidemment, tu as eu la chance d'aller faire des camps au Donjon des Hearts. Comment ça s'est passé, je vais te le dire. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience. Moi, j'ai payé très cher pour apprendre à lutter avec Jacques Rougeau. Puis ça s'est très, très mal passé. Là. C'était super. C'était ma pire expérience de lutte à ce jour. Sans mentir, là, c'est vraiment. On pourrait en parler une autre fois si vous voulez. Là. Mais ça a été vraiment, vraiment désastreuse. Après, finalement, Jacques Rougeau, on va dire les vraies choses. Jacques Rougeau, il a quitté. Pour la il a quitté WWF, il a quitté puis après il a été pour la WCW. Puis là, quand PCO il a quitté, il n'y avait plus de Québécois. Puis à cette époque-là, ça prenait encore des Québécois ou des lutteurs locaux pour arriver dans les villes pour essayer d'avoir du monde.
Mais le produit aujourd'hui est tellement international là, qu'aujourd'hui, tu n'as même plus besoin d'avoir un Québécois puis tu peux avoir une salle comble. Là. Ouais, c'est vrai. Parce que le produit est tellement gros, puis il est tellement international, puis il est tellement dans ta face, dans TV, tu n'as plus besoin de locaux. Avec l'Internet, la télévision et tout, encore une fois, là, tu sais. Fait que, tu sais, on est dans une évolution, il faut accepter. Puis ceux qui ne veulent pas l'accepter, l'évolution, ben tant pis, mais il faut faire partie du jeu, là, tu sais. Si on veut que ça peut, si on veut que ça continue, quand même qu'on essaie de refermer les rideaux. Oui, il y a certaines choses qu'on ne divulguera pas. Il y a certaines choses que moi, je peux entendre ou que je sais que, comme des bons journalistes, on veut rester poli, on ne veut pas snitch, ou on ne veut pas, tu sais, nécessairement de faire du mal ou du tort à quelqu'un. Ben, c'est ça. On va jouer à l'entour de la nouvelle, puis c'est ça. Mais ouais. Fait que comment c'est arrivé avec les Hearts? Ben, j'ai eu la chance, puis Joanne est devenue promotrice pour le Québec, puis elle avait besoin de Québécois, puis veut pas. À l'époque, j'étais le seul nom qui était en liste, qui était là vraiment. Alors, j'ai été choisi par rapport au nom de famille. Puis je ne savais pas lutter, mais j'étais allé là quand même. C'est le Canadien de Montréal qui t'appelle, là. Ah ouais. Tu dis non. Même si tu sais que tu n'es pas prête, là. Ouais. Tu veux au moins juste te rendre au moins jusqu'à la chambre à la chambre dans le locker room au moins. Aujourd'hui, j'aurais moins peur de dire oui, là. Ouais, aujourd'hui, mais dans mon temps, c'était un autre temps. Oui. Dans mon temps, là, c'était sauvage. J'ai des expériences que je peux vous compter avec Rakishi, là, vite, plus tard. Mais pour revenir à ça, on l'a pris moi, puis on m'a fait lutter dans des villes où que la famille Leduc, que Joe Leduc était populaire, puis dans le Canada aussi. Puis à un moment donné, on voyait que je n'étais pas prêt. Je ne savais même pas faire une prise de lutte. Puis je ne savais pas faire une prise de lutte, mais ça m'a permis d'avoir une mauvaise... Quand on connaît une mauvaise expérience, habituellement, quand on continue de cogner ou de persévérer, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Puis ce qui est arrivé, ben, c'est Owen Hart qui est rentré dans ma vie. Alors, backstage, on s'est lié d'amitié. Puis mon premier contact avec la famille Hart, ça a été en 1994 au match de retraite de Jacques Rougeau. Mon père faisait la description, puis on était appelés à venir visiter le forum avant, puis rencontrer les boys. Puis les premières personnes qu'on est tombé dessus, ça a été Brett, puis Owen, puis tout de suite, ils sont allés voir mon père, puis ils connaissaient mon père, puis ils sont allés saluer mon père. Moi, je suis impressionné, c'est mes idoles. Hey, tu connais, puis tout. Moi, j'étais plus jeune encore, j'étais impressionné. Puis, je me souviens, puis à l'époque, eux autres, c'était des vendeurs de programmes, puis ils vendaient des billets pour leur père pour la Stampede Wrestling. OK. Quand ils étaient jeunes. Alors, ils ont regardé mon père, hey, ton gars, il a de l'argent, puis tout, c'est une deuxième génération, il devrait peut-être faire de la lutte, il faudrait que tu penses, ça serait important qu'il poursuive la tradition, puis tout, parce que les Hearts sont vraiment. Famille, lutte, famille. Les filles marient des lutteurs, c'est comme... Ouais, elles sont là-dedans, là. À côté, là. Alors, c'est ça, fait que j'ai rencontré Owen, puis j'ai tombé sur sa protection backstage WWF à l'époque. Puis de là, il m'a dit, tu veux-tu une carrière de 6 mois ou veux-tu une carrière de 20, 25 ans? J'aimerais ça avoir une carrière de plus de 6 mois. Ben, il dit... Tu t'en vas chez mon... il dit, tu t'en vas chez moi. Tu vas habiter chez mon père, puis tu vas te faire entraîner par mon frère. Je dis, qui ça, Brett? Il me dit, non, pas Brett. Brett, lui, c'est une personnalité, c'est une vedette. Son école à l'époque, pour la WWE, c'est comme genre pas un show, là, mais c'était comme... c'était pas lui qui enseignait, puis tout, là, puis c'était juste comme c'est juste son nom qui était là, tu sais. Ouais. Puis il dit, la vraie personne qui tu devrais aller voir, c'est Bruce Hart, qui est mon autre frère. Puis c'est lui qui les a toutes créées, qui m'a entraîné, qui a entraîné Brett, qui a entraîné tous ceux que tu vois, tous ceux qui parlent du donjon, là. Ça vient tout de Bruce Hart. Bruce Hart, c'est le deuxième plus vieux de la famille. C'est mon mentor. J'ai encore des discussions régulières avec la famille jusqu'à ce jour. Moi, j'ai eu un séjour à Calgary de 1997 à 2001. Puis on est en 2022. Comme vous avez pu voir, Bruce était venu faire, il est venu faire le lancement.
Il est venu de Calgary, il n'était pas obligé. Lui, sa vie est faite, sa carrière est faite, mais il voulait me donner un coup de main. Puis on planifie de le faire revenir aussi encore. Alors, ouais, c'est ça. Fait que j'ai abouti à Calgary, j'ai décidé de partir, j'ai quitté la route parce que je m'aurais fait abuser. Puis je m'aurais fait abuser, j'aurais perdu plaisir, puis j'aurais fini ma carrière, puis j'aurais plus l'autre promoteur qui m'aurait engagé. Parce qu'à l'époque, à mon époque, moi, je suis comme. Il n'y avait pas vraiment grand place où aller, là. Tu sais, t'avais le Japon. Ouais. T'avais peut-être l'Allemagne, mais c'était la fin d'Allemagne. Avant, qu'est-ce qui était populaire? C'était Autobahn. C'était Autobahn, c'était CWA là-bas en Allemagne. C'est toujours cette fédération là-bas à l'époque. Puis t'avais Porto Rico. Puis aux États-Unis, t'avais comme Memphis ou que le Power Pro Wrestling qui était Jerry Lawler. T'avais comme les gars qui allaient là en contrat de développement. Là, t'avais les Chants Stadia qui étaient là. Puis t'avais pas beaucoup de place. Puis on envoyait les gars finir chez Brett avec Leo Burke qui était le coach, comme les Edge, Christian, les Tess. Mais t'avais pas vraiment de place. Tu signais un contrat, puis après tu allais dans le Tennessee pour faire ton developmental contract ou on pouvait t'envoyer à Calgary, puis ça finissait que c'était Bruce qui ramassait la personne pour entraîner, même s'il allait chez Brett, il venait voir qu'est-ce qui se faisait chez Bruce, puis il avait entendu parler de Bruce, fait qu'il prenait conseiller aussi chez Bruce. Fait que c'était ça c'était comme ça que ça se passait, ça se déroulait là. Est-ce que les Hart avaient un mandat de développer des lutteurs pour la WWE à l'époque? Y avait-tu une entente? Non, il n'y avait pas d'entente officielle comme telle. Là. Mais quand tu sortais de là, tu avais une réputation, tu avais des chances de te faire voir ou de te faire accepter par un promoteur plus facilement, mettons. Mettons qu'il n'y a pas grand monde de pas bon dans cette famille-là, on va se le dire. Là. Non, mais puis aussi, c'est la base de l'entraînement là-bas, c'est comment c'est structuré, comment c'est monté. Malheureusement, moi, j'ai eu une fracture de la jambe à 5 places, 3 vis, un clou. C'est ça qui me ralentit beaucoup. Fait que c'est de là que j'ai prolongé mon séjour à Calgary. Je m'avais lié d'amitié avec Bruce. J'ai même, de chez son père, j'étais allé habiter chez lui, dans sa maison. Puis c'est sa femme, puis ses enfants qui ont pris soin de moi quand j'ai eu ma fracture de la jambe. Puis, là, il y avait l'aspect du training puis du coaching qui m'intéressait beaucoup. Fait que j'ai resté d'aller sur la route, retourner faire des trips, des tours. Plutôt, j'avais fait des tours comme au Tennessee, comme où les places, tu étais supposé d'aller pour faire tes échelons. Les territoires, oui, effectivement. C'est bien dit. Les territoires, puis à un moment donné, je dis non, parce que j'avais pas aimé mon expérience, c'était du mauvais goût. J'avais Jacques Rougeau, j'avais le backstage de WWE, ça a été, l'enfer. Fait que j'ai eu comme un débuzz, là, je suis débuzzé de ça, puis je me suis dit non, moi je veux devenir un star maker à la place, je veux créer, je veux entraîner, de manière forte, j'y crois pas. Alors, j'ai développé cet aspect-là à la place en moi. Mais, puis pendant un certain temps aussi, j'en ai voulu, j'ai pas regardé la lutte parce que de moment donné, oui, tu t'as voulu ta carrière, on s'en veut pas, on fait tout ça au début pour espérer avoir une carrière. Puis de moment donné, il faut que tu réalises que. Puis encore là, à mon temps, c'était comme, si t'avais pas perdu ça à 30 ans, c'était fini, là. Ça, là. Ouais, puis mais là, aujourd'hui, ça a encore changé. Ça a encore changé. À ce temps, ils veulent des jeunes entre 20 et 25 ans. Mais dernièrement, là, t'as des gars qui ont 40 ans WF, la WF, je veux dire. Dans le 30, regarde Kevin, il approche 40, s'il n'y a pas déjà 40, Samy aussi, ils sont pas loin là, de là. Ils ont signé dans le tard, puis on est vraiment contents. Regarde le 2.0, ils n'ont plus 20 ans, là, eux autres, là. Il y en a qui ont eu des breaks, là. Le pic, on dirait, là, 30 ans, là, moi, je pense que c'est un pic aujourd'hui encore dans la lutte. Là. 35 ans, t'es encore dedans, là. Puis en plus, quand tu as ton break à 30-35, même si tu es rendu à 35 puis tu as ton break, tu as une énergie qui monte en toi puis tu t'entraînes. Puis tu n'as pas fait autant de soirs. Oui, tu es blessé, tu es peut-être magané, oui, mais pas autant que si tu avais travaillé pendant 10 ans tous les soirs.
Puis aussi, Owen me l'a dit, il dit, quand tu te fais signer, quand tu vas là en haut, là, la moyenne d'une run là, pour faire ramasser son argent, c'est entre 3 et 5 ans. Là. Puis ceux qui font plus que 5 ans, là, ils vont continuer à faire de l'argent, mais pas de la belle argent comme ils ont fait dans leur run, dans les belles runs. Puis si on regarde ça, là, la run de Stone Cold, ça a duré 5 ans. 98 à quoi? 97 à 2002? 2001, à peu près, ouais, c'est ça, 2002, ouais. 2001 pour dire? 2001? Ouais, il a son arrêté en pic, 2003 ouais. officiellement. Pardon? Ouais. Il a arrêté en 2003 officiellement. Ouais, mais son pic, c'est ça, 96 à 2001 à peu près, là, 97, ouais. 97, on pourrait dire. Puis en 96, il était Ringmaster. Ouais, c'est ça. Et voilà. Kurt Angle, 99 à 2003. Ouais. Il a 2005. gagné par la suite, là, mais ça aurait Bien bon. Mais son argent Tiani l'a fait à cause de la WWE pas mal. Son nom avait été fait là. Et voilà, mais il a eu une run de 5 ans là, sur le top, où il a fait de la grosse argent à WWE, ce qui l'a permis de sécuriser financièrement pour aller pour rester dans le business, mais pour prendre moins, mais capable d'en vivre toujours. Ouais. Puis tu sais, ça nous mène un peu à, tu disais, Make the Star. Il y a eu la FLQ au Québec qui est là depuis des années. Moi, je me souviens quand on était TJ, je pense qu'on avait quoi, peut-être 12 ans. On allait là. Ah ouais? Wow, on allait là à FLQ, Firestorm. Rosemont-Cartier, ça. C'est Rosemont-Cartier. Ouais. Pas désérable. Là. La place originale. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Rosemont-Cartier, nice. Fait qu'on était là dès le début. On a vu plusieurs trucs de la FLQ. Comment ça a commencé le projet de la FLQ? Ça vient de où? Ah, ben c'est mon père qui était supposé commencer avec un journaliste, Gaétan Giroir, qui était le journaliste JE, qui s'est suicidé par la suite. Puis il avait monté, puis il dit faites quoi? Puis avec la lutte, puis il était supposé l'aider pour l'amener ça à la télévision. Finalement, ça n'a pas marché. Puis là, mon père, il a dessiné, lui, il avait un projet en tête qui s'appelle le Théâtre Extrême. Puis ce qu'on voyait avec NXT, il y avait déjà des plans qui étaient dessinés en 99, 98, qui voulaient avoir une bâtisse de 1000 personnes, une salle d'entraînement d'un côté, spectacle de l'autre côté, tu sais, genre de l'école, le gym, tout, là. Tu sais, un genre de power center. Ils voulaient, parce qu'il n'y avait pas de club école dans ce temps-là, vraiment que finalement, par la suite, il y a eu la FCWC, en Floride, là. Ouais, FCW, ouais. FCW, ouais. Puis il y a eu la OV une certain temps qui était comme un club fort, mais avant eux autres, il n'y en avait pas. Fait que mon père dit, mais on va essayer, il voulait viser peut-être d'être un genre de club farm. Fait qu'il a commencé à chercher des bâtisses puis tout. Puis là, finalement, avec le décès de Gaétan Giroir, plein d'affaires est arrivé. Pouf! Moi, j'étais à Calgary, je suis revenu. Il a ouvert la FAQ. Il a ouvert. Puis lui, sa mission, c'est de redonner puis de transmettre ce qu'il avait appris aux jeunes. Puis à l'époque, si tu luttais pour une fédération, tu ne peux pas lutter ailleurs. Ouais. Okay. Fait que tu luttais le vendredi. Mettons, je luttais chez toi le vendredi, Marco. Puis après, le samedi, je luttais chez TJ. Mais le promoteur du samedi interdisait le lutteur de lutter le vendredi. Ouais. OK. Ouais, je me souviens, c'était très strict à l'époque. Ouais. Fait que là, moi et mon père, on s'est foutu de ça, puis on a invité tout le monde. Tu viens n'importe où, tu viens n'importe où. On voulait faire aussi découvrir à tout le monde, aux fans qui venaient, à plusieurs lutteurs. Une année, dans une année, il y a au-dessus de 150 différents lutteurs qui est passé, ça venait de partout, là. Ouais. Ça venait de partout. Fait que, ouais, puis une fois par mois, on avait de la hardcore, puis une fois par mois, tu avais 3 shows. Le vendredi, samedi, dimanche, l'original le vendredi, la FLQ hardcore qui était bookée, puis qui était prise en charge par le Visto. Mm-hmm. Puis le dimanche, la New Generation, de où qu'on a vu les Evil Uno éclore. Mm-hmm. Ouais, ben moi, je me souviens, je sais pas si TJ, tu vas t'en souvenir, il y a quelqu'un qui nous a marqué ça sur nos réseaux sociaux aujourd'hui. Moi, j'ai buté à la FLQ un Beef Wellington dans le temps. Ouais, on le faisait tout le monde. Regarde, ça. Manny, il n'y avait pas... L'IWS faisait des shows aux 2 mois, des gros shows plutôt, mais il n'y avait pas de ring, il n'y avait pas d'arène. Puis, eux autres, ils avaient mis en contact avec mon père. Il parlait avec mon père. Moi, je suis encore à Calgary, j'imagine. Ouais, je suis encore à Calgary, puis ils s'avaient mis en contact et tout. Moi, quand j'étais revenu, nous autres, ce qu'on faisait, c'est que on
on louait notre arène, notre show principal du vendredi, puis on s'en louait un autre à quelqu'un d'autre, puis on a finalement acheté le ring qu'on louait à la personne, puis pour que l'IWS ait tout le temps un ring à sa disposition quand il va avoir un show. Trouvez-moi une promotion qui essaie de se bâtir, qui va aider quelqu'un. C'est rare. C'était même impossible. Là. Ça, c'était la mentalité de mon père. Ouais. Si le monde veut être honnête, mon père, faut on doit donner cette reconnaissance-là à mon père. Comment je peux dire ça? Ouais. Ben, tu peux pas, il n'y a pas... c'est pas quelque chose que tu vois. Même aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un peu moins payé, je pense, là. Mais à l'époque, c'était pas... Je fais pas. Moi, ce que je dis aux gens, regarde, on n'est pas payé, c'est tout du bénévole, c'est une passion. Ouais. Ça veut dire que tu luttes pour moi le vendredi soir, tu peux pas aller avec ta blonde aller au cinéma. Ça n'a pas de sens. Ben non, mais je sais pas si vous comprenez la métaphore, l'analogie, je veux dire, la comparaison. C'est non, là, tu luttes pour moi le vendredi. Ben, tu joues le mardi dans une ligne de hockey, puis tu peux pas jouer le jeudi dans un autre. Ouais, c'est ça. Tu m'appartiens, mais je te paye pas. Mais à quelque part, il y en a là-dedans qui veulent en faire une carrière, puis c'est pas vrai, là. Puis même ceux là, qui disent qu'ils jouent à la lutte, là, puis qui font pas d'efforts, qui vont pas au gym, mais qui veulent une carrière, là, puis qui espèrent, puis tout ça, là, c'est pas vrai. Tu sais, dites-moi, moi, je crois pas quelqu'un qui me dit « Ah non, moi, je fais ça pour la fun. » S'il y aurait l'appel, ça irait tout de suite, no matter what. Mais on a beaucoup de talent au Québec, mais les gens veulent pas faire l'effort nécessaire, puis ils veulent se faire traiter comme les vedettes qu'il y a dans les majors, parce qu'ils entendent que la vedette a fait ça, puis lui, la vedette a refusé de faire un job, parce que lui, son statut, hein, bro. Mais il y a des histoires en arrière de ça, là, c'est ça. On fait d'aller dans un quartier, là. Ouais. Tu te bats pour être champion d'un coin de rue, là, mon ami, là. Exact. Avant de passer à un autre sujet, juste pour continuer dans la veine de la FLQ, la FLQ est toujours d'actualité parce que là, il y a un gros show qui s'en vient cet été avec la FLQ, non? Oui, laissez-moi prendre ma petite feuille d'information vite pour ça. Ça va être parce que je ne veux pas faire d'erreur. Ben oui. Premièrement, tout le monde est invité. Ça va être un show extérieur. Ça va être sur la scène Beneva à Place des Festivals. Ça va être le 23 juillet à 21h15. Arrivé avant ça, à 9h, on va partir de la musique, la disco. À 9h10, l'animation, le mot de bienvenue va commencer. 9h15, les combats de la FLQ vont être sur place encore cette année après le retour de la COVID. Puis après l'intermission, on a le privilège d'avoir l'intermission Lolo Hughes et les Pond Flakes. Wow! Puis après, on revient fermer le gala avec d'autres combats. Fait que ça va être, on va être le clou du spectacle, on va être le spectacle majeur de cette journée-là. On est vraiment fiers parce qu'on a commencé avec Juste pour rire. On faisait les ouvertures des spectacles principaux. Puis là, aujourd'hui, cette journée-là, le 23 juillet, on va être le spectacle principal de cette scène-là de la journée. Puis on nous a offert les Pond Flakes puis Lolo Hughes pour faire notre intermission, pour créer une ambiance festive. Puis souhaitons qu'il va faire beau. Souhaitons que le beau temps va être au rendez-vous. Mais là, Carl, je ne veux pas te mettre sur le spot, là, mais peux-tu nous dire quelque chose pour ce show-là? Y a-tu une surprise? En ce moment, on attend encore. On attend encore parce que c'est... comment je peux dire? J'attends encore quelques confirmations. J'ai une rencontre, avec juste. On a une rencontre parce que Dina, ma conjointe, qui est la copropriétaire de la FLQ, travaille très fort avec Juste pour elle depuis des années. Puis elle a fait de nombreuses rencontres. Puis on est rendu à la rencontre finale pour faire le pacing du show. Alors, vous savez, comme dans la show business, on vous dit il y a 90 minutes, là, ça raccourcit, ça rallongit, jusqu'à temps qu'on fait le meeting final de la production pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, les gens et tout. Alors, nous autres, on est là pour accommoder Juste pour rire, puis accommoder les fans qui vont se présenter sur place, puis donner le meilleur spectacle qu'il n'y aura pas cette journée-là. Ça va être festif, on se promène dans les rues, puis après, on prend, tu sais, ce ne sera pas un show de 3 heures. La soirée commence à 9 h, puis techniquement finit à 11 h.
Ouais. Puis tu as un show de. Tu vas avoir des combats de la FLQ, tu vas avoir des humoristes qui vont venir animer le gala et tu vas avoir Lolouyus puis les Flakes. Quoi de mieux pour un 23 juillet là, à Montréal, même sur la scène Beneva à la place des festivals. Mais il y a beaucoup d'humoristes fans de lutte. Je pense que justement, il y en a un qui se promène, c'est ainsi, un certain Martin Vachon. Là. Oui, puis Ouais, hein? lui, il va être sur le spectacle. Est-ce qu'il va faire de quoi? Oh, il y a des grandes chances que oui. Je pense que oui, moi. Ouais, moi, je pense que oui. Avec qui, contre qui, je sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire? I don't know. Je sais pas encore. J'ai pas été voir mon crayon. Mon crayon me l'a pas encore dit. Parce qu'on n'est pas, je suis pas tout seul à l'écriture. J'ai la chance de travailler avec M. Pierre, que j'appelle affectueusement. C'est le directeur. Comment je peux dire ça? C'est le metteur en scène. Okay. C'est le metteur en scène de Juste pour elle. Puis en même temps, j'ai le privilège de voir comment d'autres metteurs en scène travaillent. Puis de là, on en profite de garder les oreilles grandes ouvertes puis de prendre des conseils sur le passage. Yes. Puis la dernière fois, on était en première partie, on était en première partie de Mado la dernière fois. Oh, yes! Ah ouais, ça faisait un contraste, mais hey, ça a fonctionné, c'était bon. C'était bon. Il y a eu du monde pour y on a amené la manne. C'est sûr que le monde, on a amené le monde. Mado, Goldust accompagné de Mado, ce serait parfait. Ça aurait été un bon match. Ça aurait été parfait, ça. Hein? Sinon, on va terminer l'entrevue. Carl, parlons de l'école de lutte un petit peu. Ouais, l'école de lutte, ça s'appelle la LPWA, la Logic Pro Wrestling Academy. C'est situé au 52-55 la rue Ferrier. On peut aller, pour les informations, aller sur la page Facebook, la Logic Pro Wrestling Academy. Aussi, on a le site sur logicproacademy.com. Allez sur les réseaux, le Twitter, Facebook. Suivez aussi sur la page de la FLQ toutes les informations de l'école. Là, présentement, on a quoi? Une dizaine d'élèves en ce moment, des jeunes de 20 ans. J'ai quelques personnes d'une quarantaine d'années, 41 ans, puis un autre de 41 ans, puis un autre de 48. Puis moi-même, qui ai 47 ans, je profite à bumper dans l'enseignement avec les élèves. Fait à quelque part, est-ce que je suis à l'entraînement? Oui, c'est vrai. Qui sait? Je suis à l'entraînement depuis plusieurs mois avec mes élèves. Je fais l'explication. J'explique une mécanique, puis après, j'exécute autant avec mes étudiants. Là. Fait que je me fais brasser autant que les autres. À la fin d'un workout, là, on peut dire que ça dort. À la fin de la journée, là, quand j'arrive dans mon lit, là, je dors bien. Ouais, c'est sûr. On fait ça là, on est présentement 2 fois semaine, puis des fois, quand tout va bien, puis quand l'horaire des gens le permet, puis ça a bien été les 2 fois, des fois, moi-même, je suis passionné, hein, puis j'en pousse une 3e dans la semaine pour faire plaisir à tout le monde. Puis aussi, tout lutteur, d'autres fédérations qui veulent venir, là, moi, je veux pas venir à l'école, je veux pas qu'ils me vendent un cours, je veux pas me faire ci, je veux pas me faire ça, il n'y a pas de problème. Tu veux venir, tu as besoin d'un ring pour bumper, tu veux pratiquer certaines choses auxquelles que tu veux essayer de tenter plus tard, faire dans tes combats, c'est la place. Viens. Mm-hmm. On appelle ça du bumping time. Il y a un frais de location. Je te rouvre la porte. Tu t'amuses. Moi, je suis... Fait que tu n'as pas de stress. Fait que t'es pas comme... Tu te sens pas obligé que tu prends ou quelqu'un te donne un cours ou donne des conseils. Parce que dans la lutte aujourd'hui, c'est très dur. T'en as beaucoup qui pensent qu'ils savent lutter. Fait qu'ils n'ont plus besoin de conseils parce qu'ils savent lutter. Mais au contraire, même moi, j'en apprends encore. Puis quand je dis à quelqu'un qui arrive à mon cours, je dis autant que tu vas apprendre de moi, à la fin du cours, quand tu vas sortir d'ici, je vais avoir appris des choses de toi. Mm-hmm. C'est tout le temps vrai avec chaque personne que ça m'arrive. Tout le temps, j'apprends. Fait que moi, en même temps, en apprenant de chaque personne, mais je grandis le coffre d'outils pour l'offrir à ceux qui viennent. C'est une super belle place. En plus, on est allé visiter. C'est pas une place fancy,
Mais c'est une place, là, quelqu'un Ben, tu vas là, c'est. Ouais, je te remercie. Ah moi ouais. aussi, je trouve ça. Tu sais, c'est un fait, tu sais, comme les vieux films Rocky, là. Tu sais, Ouais, le exact. look, là, grunge. Exact. C'est vrai. Où que les champions se bâtissent, là, tu sais. Il y a des. Oui, puis je suis pas encore. Puis dans les films, c'est souvent dans la place, là, qui est pas shiny, puis tout, qui est genre. C'est juste about show, mais c'est pas vraiment about le vrai minding, là, tu sais. C'est vraiment du autre minding, mais nous autres, c'est ça, là. Mais nous autres, pour le moment, c'est pas la bâtisse. Nous autres, on est privilégiés d'avoir des partenaires qui ont un local. On est privilégiés d'être avec eux autres. Puis on est privilégiés. Puis comment je pourrais terminer ça et dire ça comme bien ça? Là, on est privilégiés puis on est content avec eux autres. Puis c'est nous autres à l'école, on apprend à lutter puis on ne regarde pas les murs. Tout se fait entre les poteaux, entre les quatre câbles. Puis on n'a même pas le temps de regarder, voir quelle couleur est la peinture. C'est parfait. C'est vrai, on n'a pas le temps. Ouais. On te remercie, Carl. C'est vraiment, vraiment très apprécié de ta visite au podcast. Puis j'espère que les gens ont appris. Ben oui. Puis j'espère qu'ils vont suivre la FLQ puis qu'ils vont suivre tes activités dans les prochains mois. Hey, lâchez pas la page Facebook, la FLQ. On leur reprend les activités tranquillement. Hein. C'est l'après-pause. On s'est posé des questions honnêtement. Est-ce qu'on allait recommencer ou pas? T'sais, on s'est posé beaucoup de questions, mais on est là. Puis je remercie encore l'invitation entre les deux chaises. Puis n'oubliez pas, le 23 juillet, à 21h15, à la Sainte-Bénéva Place, des festivals. Venez en grand nombre. Ça va être un show FLQ juste pour rire. Et Lolo Hughes et les Punk Flakes et Martin Vachon. Puis il va y avoir un autre Martin à Lauson qui va être sur place. Ah ben. C'est les com. Venez encourager la relève. Ça va être vos vedettes de demain. Ils vont être accessibles. Ils vont être là pour vous. Puis ils vont faire partie du show. Puis on va avoir du fun. Puis le fun se fait avec vous autres. Yes. Pas de public, il n'y aura pas de fun. Exactement. Venez en grand nombre. Ça va être un show convivial. Prenez une petite bière. Prenez une petite limonade. C'est un rendez-vous le 23 juillet. 21h15 à la Sainte-Bénéva, place des festivals, pour le gala Juste pour rire, avec la FLQ, et pour tous ceux qui me connaissent, et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Carl Excel, le Duc, la grandeur qui fait mal, le terroriste de la lutte au Québec, en service pour le podcast Entre deux chaises, 24/7. Un rendez-vous le 23 juillet, 9h15, place des festivals, juste pour rire. Merci, Carl. Merci, Carl. Tabarnouche, il y a de l'énergie, notre Carl. J'ai eu peur une couple de fois. Oui, écoute, quand il a monté à la voix, moi, je me suis reculé un peu. Je pensais qu'il allait faire comme la petite fille du cirque puis rentrer dans l'écran. J'ai des faire pipi avant le podcast, fait qu'on est correct. Parfait. C'est un rendez-vous, hein? On va être là, nous autres, là, ça a l'air. On a appris ça aujourd'hui. Oui, on a appris ça aujourd'hui. À la place de spectacle. Parfait. On a hâte de vous voir venir nous serrer la pince. À 9h15. Michel Plante va être là, tu penses? Ce serait mal. On devrait demander. On devrait booker Michel Plante. On va dire que Michel Plante serait intéressant à venir. Tu sais pourquoi je te fais le lien de Michel Plante? Ben oui, nouveau champion junior heavyweight de la NSPW. Pas juste ça, il y a une très belle fin de semaine aussi. Il avait battu MVP Dave Lapointe aussi à AWE au Saguenay. Ouais, on a écouté ce show-là live sur Twitch. Oui. Ouais. Michel avec un beau spell package. Hey, c'était les photos. Hein. Tu as vu ça, les photos que la ceinture, c'était tellement. Le photographe était vraiment bon aussi. Là. Les photos qu'ils ont pris de Michel Plante, là, wow! Puis, je mentirais pas, là. J'ai la larme à l'œil. Ah, moi, là, à cette heure, j'ai mis une petite story là, sur Instagram, ça, c'est la chanson Simply the Best. Là. Oui. Donc, là, à cette heure, quand je pense à Michel, je pense à Simply the Best. J'ai vu des photos personnelles aussi de toi avec le chandail de Michel Plante sur le dos. J'étais allé avec ma fille au parc avec le chandail de Michel Plante. Yes! T'es comment jeune, hein? Il faut construire les fans de demain. Les membres de la plantation. Fait que, ouais, la NSPW, tout un gala, un peu le WrestleMania québécois au Stade Canac en fin de semaine passée.
Écoute, Michel Plante qui gagne la ceinture. Lou Farrell qui était sur le podcast la semaine d'avant qui a finalement battu Pee-Wee. Oui. A eu sa revanche. Travis Toxic s'est tourné contre Marco Estrada. De Judas. En même temps, moi je le comprends. Pourquoi? Estrada prend de la place. Tout le monde. Mais c'est parce qu'il est musclé qu'il prend de la place, pas de sa faute. C'est ça. À un moment donné, il faut que tu prennes ta place puis attaquer. Il est allé chercher le gros poisson. C'était Travis Toxic. Je pense que justement, dans le poisson, ils vont tomber dans l'eau assez vite. Merci, mais qu'il pointe, je pense, Marco Estrada. Puis là, moi, j'ai l'impression que la NSPW écoute notre podcast parce que j'avais dit pas plus tard que la semaine passée, moi, si j'avais une Fed, mon champion, ce serait qui? Matt Falco! Mais Matt Falco est devenu champion de la NSPW en battant Matt Angel. It's about damn time. Excusez, c'est en français. Hein? Toi, t'es un vrai Falcon. Ah, si je l'aime. Tu as vu son nouveau costume en plus? Oui, ben oui, j'ai vu. Un peu les couleurs des Redskins, hein? Ça fait des Redskins, mais... Ouais. Washington, l'équipe de Washington. Les Commanders. Ah oui, les Commanders. C'est vrai, ils ont leur nom. Mais écoute, en tout cas... Fait que tout un show pour la NSPW. Plus de 1300 personnes qui étaient au spectacle à Québec, au Stade Canac. Il annonçait de la pluie, mais finalement, ça a été correct. Fait que tant mieux pour eux autres. Puis sinon, vu qu'on est dans la semaine québécoise, ben, il y a eu un gros pay-per-view de Impact Wrestling dimanche passé. Évidemment, il y avait Marc Blondin et Handsome GF sur place comme commentateur francophone. Et il y a un autre Québécois qui a brillé, mon TJ. Ben oui. Nul autre que Speedball Mike Bailey a gagné le X-Match. C'est quoi le jeu de nom? Exhibition, c'est le... Ouais, c'est ça. Ultimate X. Ultimate X-Match. Oui. Gagné ça avec 5 autres bons lutteurs. Évidemment, il y avait Jack Evans qui s'était blessé, qui n'était plus là dans le match, mais quand même, toute une performance de Mike Bailey. Fait que nouveau champion X-Division, puis je sais bien qu'il vient de gagner là, mais je l'avais fait bien avant. Ouais, ben moi, je le sentais un peu venir parce que j'avais assisté en début de semaine à la conférence de presse sur Facebook d'Impact. Puis justement, M. Scott D'Amore, qui est le président d'Impact, a dit que Mike Bailey, c'était toute une bébite puis qu'il voyait gros dans son avenir. Mais tu sais, oui, je pense qu'ils ont pris leur temps, mais je pense que Mike Bailey il est quasiment untouchable en ce moment. Puis s'il écoute le podcast, Mike Bailey, ben... N'hésite pas à venir nous faire l'entrevue avec nous autres. On aimerait ça au bout. On aimerait ça de voir notre petit Mike sur le podcast. Fait que si jamais ça te tente, la porte est ouverte. Ben, faut que tu sonnes là, parce que je barre quand même la porte le soir. Ouais. Au mois de juin, fait qu'il fait plus chaud, fait que tu peux laisser ouverte. Fait que c'était ça pour les nouvelles. Et sinon, TJ, samedi prochain, on continue au podcast régulier, on continue notre semaine québécoise et tout qu'un invité. Je vais te laisser le floor. Nul autre que M. Raymond Rougeau, le maire de Rawdon, évidemment, légende vivante de la lutte au Québec. Quand je dis ça, je ne dis pas juste ça pour une catchphrase, c'est vraiment vrai dans son cas. On va l'avoir en entrevue avec nous autres au podcast samedi. Puis on va parler de beaucoup de choses, évidemment, sa carrière à WBF, les All-American Boys, la chanson. Puis évidemment aussi ses expériences avec Jean Brassard, comment il vit la vie de retraité de la lutte, et évidemment aussi comment il est devenu maire de Rawdon. Tout ça samedi au podcast. Ouais, puis j'ai beaucoup de monde sur les réseaux sociaux que quand on a annoncé Raymond Rougeau qui m'ont texté pour. Puis c'est pas du monde nécessairement qui suit la lutte, là. Ah ben Raymond. Plus, c'est ça, du monde qui ont grandi avec Raymond, qui ont trouvé ça vraiment cool qu'on ait cette légende-là au podcast. Puis écoute. Si les autres trouvent ça cool, j'imagine pas, nous autres, comment on était quand on a fait l'entrevue. Oui. On était fébriles. Je me souviens la première fois qu'on a reçu Jean Brassard, on capotait, mais là, Raymond Rougeau, rien enlevé à Jean. Là. Mais Raymond Rougeau, c'était quelque chose. Mais Raymond, il y a l'aspect lutte aussi qui va là-dedans aussi, quand même beaucoup. Ça. Ça aide plus que Jean qui a fait commentateur, mais à part de ça, il n'a pas rien fait dans la lutte vraiment. Oui. Fait que Raymond Rougeau au podcast samedi. Et la semaine prochaine, on a un autre invité à travers la table que je ne peux pas vous dévoiler tout de suite parce que pas de beaux affaires, non, c'est pas vrai. Parce qu'on n'a pas fait encore, puis on n'est pas sûr. Fait qu'on verra. Ouais, c'est ça. On est entre deux chaises avec l'invité, fait qu'on attend. Entre deux chaises de métal, hein, Carl? Ouais, de métal. Podcast, on ne l'a pas dit, là, mais. Fait que, as-tu quelque chose à rajouter pour la fin? Je viens de parler assez, là, c'est à ton tour. Parfait. Fait que n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Puis la semaine prochaine, on va vous annoncer qu'est-ce qui s'en vient au podcast de Raymond Rougeau
Donc, samedi midi sur toutes les plateformes. Puis, n'hésitez pas aussi à aller voir. Oui, qu'est-ce que? Ben non, je continue. OK. Et allez voir toutes les informations pour le gala Juste pour rire, les codes de lutte de Carl Leduc et tout ce qui se passe sur notre podcast. Bonne semaine, les amigos.